Bonjour. Alors, la question c'est est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Pour l'instant, je ne vois aucun commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Alors, comment on sait? Moi, je suis là. La question c'est est-ce qu'il y a du monde? Hmm. Bonjour Salahdine. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que nous allons démarrer rapidement? Euh, Test, ceci est un test. Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela fonctionne? Comment m'assurer que vous m'entendez? Ça, c'est une bonne question. Euh, Ce serait intéressant de savoir si vous m'entendez. Bonjour, bonjour. J'ai pas l'impression. Test, ceci est un test. Est-ce que... Allô, allô? J'ai pas l'impression. Ah, super. Bon, ben merci Sihem. Donc on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 10h32, histoire qu'on ne soit pas interrompu avant la fin. Donc, ben, c'est ma première avec vous ici. C'est pour moi une expérience très sympathique et je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, j'ai mis en place un, un partage d'écran histoire que vous puissiez voir un peu, histoire que vous puissiez voir un peu les, euh, les slides que j'ai réalisés. Je verrai comment on peut vous les faire passer par la suite. Donc donc j'alternerai entre moi et les slides, et donc histoire que qu'on puisse être efficace. Euh, alors je constate qu'il y a probablement un décalage entre ma voix et le moment où vous les recevez. Donc peut-être que vos questions arriveront en décalé. On a prévu de laisser un peu de temps à la fin pour pouvoir faire une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions. Je pourrais pas a priori, je les traiterai pas en direct, sauf si vraiment il y a quelque chose qui est pas clair dans ce que je dis. Donc pour commencer en fait
cette formation de marketing digital que j'ai mis en place pour Qala Afdal est un peu une sorte d'initiation au marketing digital et pourquoi est-ce qu'il faut y aller et quels sont ses principaux enjeux. Donc, je pense qu'il y a des moments où je passerai un peu vite parce que 45 minutes c'est court et que on est 45 minutes, 1 heure c'est court et qu'il va y avoir d'autres formations derrière. Donc, s'il y a des moments où je passe un peu trop vite, ben, écoutez, il y aura peut-être derrière, de toute façon, il y aura peut-être d'autres modules qui seront prévus pour qu'on puisse, rentrer dans les détails. Alors, juste pour me présenter rapidement, j'ai monté WBC il y a 10 ans maintenant et on est une des agences de marketing digital les plus anciennes sur le marché. En 2015, j'ai fondé Smarties avec d'autres associés. Donc, nous sommes 3 associés de WBC et puis il y en a un nouveau qui nous a rejoint dans Smarties pour faire une Digital Factory. Voilà, on a parmi nos clients des entreprises assez diverses et puis en termes de parcours, j'ai travaillé 7 ans dans le conseil en organisation et en IT avant de monter WBC. Bon, je vais pas rentrer. Alors, premier élément sur le marketing digital, ce que je voudrais qu'on se garde un peu à l'esprit, c'est que si au Maroc aujourd'hui, c'est pas encore le cas, les ad spend, c'est-à-dire les dépenses en termes publicitaires dans le monde, ont dépassé en 2019 dans le digital, ont dépassé ce qui se fait dans les médias traditionnels. Donc ça, on est sur ce tableau que vous pouvez voir à l'écran. C'est les dépenses publicitaires par canal aux États-Unis entre 2018 et comment dire, les perspectives jusqu'à 2021. Et donc on voit bien qu'entre en 2019 il y a eu un shift avec de manière concomitante la baisse des dépenses sur le canal, les canaux traditionnels et une augmentation sur le digital. Et comme on peut le voir, ces tendances sont en train de s'accélérer et c'est quelque chose qui est un mouvement qui est global. Donc, pour vous donner, on parlait à l'instant des baisses sur les médias traditionnels, donc comme vous pouvez le voir toujours ici. Les directories, c'est les annuaires. Donc, les plus jeunes d'entre vous ne savent probablement n'ont jamais tenu un annuaire de page jaune entre les mains. Mais jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était un outil de communication essentiel. Avant, et moi j'ai souvenir de mes parents qui avaient une activité de B2B de vente de fil à coudre et qui chaque année payaient leur publicité dans Télécontact et dans Compass et dans les pages jaunes pour être bien placé avec une publicité dessus. Et c'était quelque chose. Et là, c'est à moins 20% de l'année dernière. Tout ce qui est publicité print, donc c'est tout ce qui est la presse papier, c'est moins 18%. La TV, moins 2%, la radio, moins 2%, et l'affichage se maintient, mais il est fort à parier qu'en 2020, ça va aussi baisser avec toutes ces logiques de confinement où les gens vont se rendre compte qu'il est de plus en plus possible de vivre chez soi. C'est le cas de la formation qui est en cours aujourd'hui. Et donc, très probablement, les volumes de déplacement vont baisser et les gens et les annonceurs prendront certainement, pour beaucoup d'entre eux, la décision de flécher une partie des budgets qu'ils mettaient de l'affichage vers le digital. L'autre élément qui renforce l'importance du marketing digital. Alors, cette présentation, en général, quand j'échange avec les gens, je ne connais pas la moyenne d'âge des gens avec qui j'interagis maintenant, mais il est fort probable que vous soyez relativement jeune, et donc que ce que je vous dis là vous paraisse évident. Mais ce que je vous dis là n'est pas du tout évident pour des gens qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui sont les décideurs d'aujourd'hui, et qui aujourd'hui jurent encore par la presse, la radio, la télé, qui sont des choses pour eux qui sont comment dire des médias de masse et dont on ne peut pas se passer. Pour vous, il y a Internet et point. Alors, la courbe que vous voyez là, c'est la courbe d'adoption des technologies. C'est au bout de combien de temps la publicité est arrivée, au bout de combien de temps les gens ont adopté ces outils-là en termes de la vitesse à laquelle ils se sont appropriés les outils. Et comme on peut le voir, les vitesses d'appropriation sont de plus en plus rapides. La presse, le nombre d'utilisateurs de la presse
a cru de manière très lente parce que c'était compliqué, difficile d'accès. La radio, c'est pareil, ça a été plus rapide, mais on a rapidement stagné. Internet, la croissance est extrêmement rapide et la télé, ça s'est monté très très vite et on est déjà arrivé à la phase de stagnation. Alors, je vous ai montré des chiffres de l'international. Maintenant, si on se focus sur ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, ces chiffres-là sont des chiffres du GAM qui datent de 2019. Et ces chiffres-là montrent que le digital ne représente encore au Maroc que 10% des budgets publicitaires. Et pour être dans cette industrie-là depuis quelques années, je peux vous confirmer que ces chiffres-là n'ont rien sont très réels et il y a encore aujourd'hui des parts de budget importantes qui vont sur des médias qui vont encore à l'affichage, qui vont encore à la radio, à la télé, et on reste toujours limité à 10% sur le digital. À l'international, le 10% que vous voyez en bas au milieu est plutôt de l'ordre de 50 à 55%. Après, ça dépend, c'est variable pays par pays. C'est l'évolution, il y a une tendance en termes d'évolution. Cette tendance, elle est évidente. Maintenant, chez nous, c'est plus lent. C'est lié notamment un peu à notre marché où il y a des médias qui sont forts, des médias qui sont installés, qui ont des relations de long terme. Et ces médias, drive encore aujourd'hui des parts de budget qui sont importantes. Et puis, on va pas non plus se mentir, la télé aujourd'hui a encore un impact assez massif. On le constate, nous, quand une campagne est lancée sur la télé, on voit évidemment que son impact fonctionne encore très bien. Donc, c'est encore logique que la télé a des parts de marché importantes. Alors, pour rester un peu sur quelques chiffres sur le Maroc, ces chiffres-là, vous les connaissez peut-être, mais c'est les taux d'adoption de la technologie chez nous. Les applications mobiles et les individus équipés, c'est ces chiffres qui datent de 2017 et qui montrent aujourd'hui que 95% en milieu urbain sont équipés de smartphones. Mais même quand on va en milieu rural, on était en 2017 à 87%. On n'est pas du tout à l'abri en 2020 d'être aux alentours de 92-95%. Donc aujourd'hui, le taux d'équipement est très très élevé. Vous pouvez le voir autour de vous. Et ce qu'on constate sur la courbe qui est en bas à gauche, c'est que voilà là, c'est que en fait c'est même pas une question d'âge, parce que même quand on passe sur des âges élevés, les plus de 60 ans, on reste quand même à des niveaux entre 85 et 90%, ce qui est très élevé. Et ce n'est pas non plus une question de genre, parce que hommes et femmes c'est pareil, c'est quasiment la même chose. Alors les usages que l'on fait d'internet on en a montré quelques-uns, on en a fait ressortir quelques-uns. Le premier d'entre eux, c'est la participation aux réseaux sociaux. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu notre point d'aujourd'hui. Le deuxième point intéressant, c'est envoyer et recevoir du courrier électronique. Donc ça, c'est encore une fois les communications interpersonnelles. Obtenir des informations sur les biens et les services. Ça rejoint la question marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va acheter quelque chose, une des premières choses qu'on fait, c'est se renseigner sur Internet. Que vous voulez acheter un appartement, une voiture, un téléphone, même pour vous vêtir, savoir la qualité d'une marque ou quelle est la tendance. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, on note que l'interaction avec les administrations publiques, c'est quelque chose que les internautes font sur Internet, et c'est de plus en plus fréquent. Alors certains d'entre vous, peut-être, je sais que vous avez eu des cours sur l'entrepreneuriat. Il faut savoir que quand vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, ces tendances sont de plus en plus lourdes et vous avez énormément de vous avez énormément de personnes qui utilisent Internet comme étant leur premier, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas utiliser les outils de e-administration, que ce soit avec la CNS, que ce soit avec les impôts, que ce soit télédéclarer son bilan, tout ce qui est télédéclaration. Moi, j'ai vécu cette transformation depuis 10 ans. C'est fou le nombre de choses qui se sont dématérialisées au cours des dernières années, en particulier au niveau du service du ministère des Finances et de la CNSS. Mais ça, c'est pas étonnant puisque ce sont les centres de revenus de l'État et c'est logique que l'État commence par digitaliser et optimiser ses services de génération de revenus avant de passer à ces centres de dépenses. Mais bon, ça, c'est l'objet d'un autre sujet, on en repassera peut-être à un autre moment. Alors, l'entreprise, je vais passer parce que c'est des choses qui
qui sont connus, mais renforcer la notoriété de l'entreprise, tout ça, c'est toute la dimension publicitaire. On les vend, hein, les stratégies digitales externes. C'est travailler sur la notoriété, travailler sur les ventes, améliorer l'expérience client. Tout ça, c'est des, comment dire, c'est des, euh, c'est des évolutions c'est les objets, c'est l'utilisation que font les entreprises d'Internet et ça rejoint la question de marketing. Et comme vous pouvez le voir à droite, c'est aussi développer la marque employeur. Et ça, il s'agit aussi de du marketing de l'entreprise et pas uniquement un marketing produit. Donc, il y a la communication, il y a le marketing produit, il y a le marketing de l'entreprise. Et donc, quand on parle de marque employeur, euh, c'est évident que ce canal-là est un canal qui est fortement utilisé. Alors, prenons un peu de hauteur et regardons un petit peu les perspectives. Alors déjà, un petit clin d'œil, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui sommes confinés, notre seule perspective de prendre l'air aujourd'hui, c'est de monter sur le toit de nos maisons et prendre de la hauteur pour respirer. Je sais pas si vous aussi vous faites ça en ce moment, mais pour nous, notre seule respiration avec mes enfants, c'est une fois par jour montrer sur Stah et ça, c'est assez amusant de constater que cette pratique est une pratique ancestrale des Marocains. Beaucoup de gens l'avaient délaissé pour sortir, aller se balader à l'extérieur, et puis finalement on y revient, on y revient. C'est assez amusant. Bon, on en revient. Et pour revenir à quelle perspective en termes d'appropriation de la technologie, cette courbe qui est une courbe assez connue la courbe d'évolution des technologies, les entreprises aujourd'hui au Maroc sont encore, on est dans la phase des early majorities, c'est-à-dire que on est évidemment dans une appropriation majoritaire des technologies, mais des technologies, du marketing digital, des différentes technologies de marketing digital. Mais maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on n'en est pas encore. On a peut-être basculé, peut-être dans la deuxième partie, dans la quatrième partie des late majority, c'est peut-être ces 2 dernières années, et encore, c'est même pas certain. Mais il reste encore des gens qui sont dans le, dans le, dans le, dans le déni, qui n'y vont pas encore. Et donc, on est en train cette bascule, elle a du mal à se faire. Peut-être que dans le monde d'après Covid-19, euh, on aura, alors je ne sais pas, je ne sais pas encore comment on va tous sortir de cette période, mais ce qui est certain, c'est que les médias vont souffrir, certaines agences vont souffrir, certains annonceurs vont certainement souffrir, et donc notre monde va changer. Et donc là, ce qui est certain, c'est que le, les entreprises, les canaux de diffusion digitaux vont continuer. Il suffit de voir juste les audiences aujourd'hui que peuvent avoir les sites internet. Je vous invite à d'aller regarder des sites comme Yebiladi qui a parlé un peu de son audience et de sa façon de travailler pendant la crise du Covid. Les trafics explosent, c'est pareil pour la plupart des médias, parce qu'en fait, pendant qu'on est chez nous, ben, on est scotché à nos téléphones. Jamais je recharge mon téléphone aussi souvent depuis que je suis coincé chez moi, parce que c'est un outil de communication. Enfin bref, passons. Alors, si on part, parlons un peu partons un peu des principes généraux. Ça, c'est une présentation qui est pas toute neuve. Cette présentation, je la faisais il y a 5 ou 6 ans déjà, bon, peut-être un peu plus, c'est ce que j'appelle, moi, les ruptures du digital. Donc ça, ces ruptures, ça montre un peu quelle est la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, je vais vous la passer très, très vite parce que sinon, on peut y passer, on peut y passer 2 heures et on peut y passer 1 heure et on l'a pas. Et comme je voudrais aller sur des choses un peu plus opérationnelles, je vais la passer rapidement. Mais dans les anciens médias, quand vous aviez un canal et vous parliez à tout le monde, c'est-à-dire que le, 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 on diffusait un message et on diffusait le même message à tout le monde. Maintenant, on menait la possibilité de passer en marketing direct via des outils de ciblage précis, du marketing direct type SMS, emailing et compagnie. Donc, nous pouvons personnaliser le message one-to-one et nous parlons à une personne directement. Le deuxième message, c'est que le message est devenu bidirectionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était passé de l'époque du marketing informationnel au marketing relationnel. Nous créons des interactions avec les marques, nous avons de l'interaction, on a des commentaires, des feedbacks, et ce marketing bidirectionnel est quelque chose qui est particulièrement enrichissant. Mais il est également communautaire, c'est-à-dire les gens se parlent entre eux. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur les différentes pages sur les réseaux sociaux des marques,
vous avez leurs consommateurs qui échangent entre eux. Si vous demandez le prix d'une voiture, très souvent, ce qui va vous arriver, c'est qu'un internaute va vous répondre avant même que la marque ait le temps de répondre, parce qu'il connaît le prix et là, on est dans une logique communautaire. Le point suivant, c'est tout ce qui est spécialisation du média. Vous dites sur le print, vous pouviez diffuser uniquement du texte et de la photo. Sur la radio, vous diffusez du son. Sur la télé, vous pouvez diffuser de la vidéo. Maintenant, sur le web, on a la possibilité de diffuser tous ces différents médias. Donc, quand vous allez concevoir vos plannings éditoriaux, on va y revenir après, vous avez la possibilité de multiplier, et diversifier les types de contenus sur lesquels vous allez pouvoir aller. Les canaux aussi sont devenus asynchrones. Je vous invite à faire, alors aujourd'hui c'est pas la peine, mais d'aller essayer d'aller chez le buraliste et lui dire je voudrais acheter le journal d'hier. Il n'existe plus. Le journal d'hier n'est plus disponible à la vente parce qu'une fois qu'il s'est passé, on passe au journal du lendemain et ça passe. Or sur le digital, l'information elle est on demand. Le flux les flux sont infinis et donc on est passé de la période de la télé à la période de Netflix où quand on voulait regarder un film, si on avait loupé la séance, ben c'était raté, il fallait attendre la rediffusion. Maintenant, vous pouvez décider de lancer votre film quand vous voulez. Et donc aujourd'hui, le contenu est infini parce qu'en fait, vous avez et du contenu de flux, vous avez aussi une multiplication des canaux, et donc le temps est devenu infini puisque les choses sont restées stables. Donc on est sur un contenu infini. D'ailleurs, il y a une stat qui est assez marrante, c'est que je crois que chaque seconde, il est diffusé 6 minutes de contenu, 6 minutes de nouveau contenu sur YouTube. Il est donc impossible mécaniquement de voir l'ensemble du contenu existant. La question de la relation directe entre les marques et entre les annonceurs et les consommateurs. Comme vous pouvez le voir à gauche, par avant, on était obligé de passer par un média. Ce média qui était la presse, la radio, la télé. Donc l'internaute choisissait son média, l'annonceur choisissait un média et on vous espérait qu'ils se rencontrent à un certain endroit. Maintenant, les annonceurs ont la possibilité de parler directement aux consommateurs. Alors via leur page Facebook, via leurs réseaux sociaux, et on va y venir, et également via leur site internet. Et cette communication directe, mais aussi indirecte via les médias, renforce la relation avec les consommateurs et renforce l'intérêt du digital. Ensuite, tout ce qui est les médias par le passé étaient impersonnels. C'était le journal. Et c'était pas forcément mon journal parce que le journal, une fois qu'on l'avait laissé, quelqu'un pouvait le réutiliser derrière. Ils étaient également dédiés, c'est-à-dire que sur la radio, on pouvait écouter la radio, et on l'utilisait essentiellement dans des cadres personnels. Or, aujourd'hui, votre téléphone, votre ordinateur sont des supports personnels, c'est votre ordinateur ou votre téléphone. Ils sont multifonctions, on peut travailler avec et également se divertir et s'informer. Et puis, on les utilise dans les différents cadres, dans un cadre professionnel, mais aussi dans des cadres de mobilité. Un des deux derniers points, c'est la question du coût de production de contenu et la coût de diffusion. Les coûts de diffusion aujourd'hui sont devenus beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que ça vous coûte beaucoup moins cher de diffuser une vidéo sur YouTube ou sur Facebook que de la diffuser à la télévision. Donc n'importe qui peut aujourd'hui faire sa propre vidéo et la diffuser. Les coûts de production, les coûts techniques sont également de plus en plus faibles. C'est-à-dire que pour monter une chaîne de télé, il fallait être 2M et avoir des locaux et des milliers de caméras. Or aujourd'hui, les coûts techniques pour diffuser une vidéo, il suffit d'avoir un téléphone portable et vous pouvez diffuser votre vidéo. Et les coûts de contenu sont variables. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a fait exprès dans cette slide de montrer des coûts de contenu les mêmes. Et concrètement, vous pouvez aussi aujourd'hui produire pour moins cher. Mais c'était déjà le cas avant. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut devenir producteur vidéo et producteur de live. Là, l'exemple qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de diffuser une émission en direct. Et pour ça, je n'ai besoin que de mon ordinateur et d'une connexion Internet chez moi. Là où avant, il fallait avoir des studios, des antennes, louer des espaces, et c'était beaucoup plus élevé. Et puis le dernier point, c'est la mesurabilité. Les médias traditionnels sont faiblement, voire pas du tout mesurables. Enfin, alors qu'aujourd'hui, on est sur des médias qui sont fortement mesurables, avec de la précision, avec du détail, et on sait qui a navigué et combien de temps, et cette information-là est extrêmement précise et fortement utilisée par les marques. Alors, je vais passer sur cette slide-là, ça vous les aurez, sur les évolutions. On a déjà parlé tout à l'heure, ça évolue très vite. Mais pour vous donner une idée sur l'utilisation des internautes au Moyen-Orient en général, le temps moyen passé les Marocains sur Internet est de quasiment 3 heures, dont 2 heures et demie sur les réseaux sociaux.
et 86% de la population se connecte tous les jours. Et un adulte scrolle à peu près 90 mètres de contenu par jour. C'est-à-dire que ce mouvement-là que vous avez avec votre pouce de faire glisser du contenu sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les autres plateformes, que ce soit en scroll vers le haut ou en scroll en latéral quand vous regardez les stories, ou en scroll, cette quantité de contenu est estimée à peu près 90 mètres par jour. 90 mètres par jour, ça fait un terrain de foot. Donc pour vous donner un peu une idée de quelle est la longueur. Et c'est absolument énorme. Donc voilà, ce geste-là, là, que vous pouvez voir, c'est ce geste-là qu'un marketeur cherche à avoir. Ce que l'on cherche à faire, c'est de faire arrêter le pouce. Donc tout notre enjeu, c'est de faire s'arrêter le pouce sur un contenu et donc le faire cliquer dessus. Là, vous avez gagné. Si vous êtes une marque et que vous avez réussi à catcher l'attention de quelqu'un, de le faire arrêter sur un de vos contenus, cliquer dessus, interagir, mettre des commentaires, tout ça, c'est là vous avez gagné. Vous avez gagné. Et donc, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet du marketing digital et des réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de questions que l'on doit se poser. C'est-à-dire que quand on va commencer à travailler sur une stratégie de réseaux sociaux, vous êtes un responsable marketing, donc soit en agence ou même chez votre client ou même directement chez l'annonceur et que vous devez définir une stratégie sur les réseaux sociaux, une stratégie digitale, une stratégie réseaux sociaux. Vous avez un certain nombre de questions à vous poser. Et ces questions, on va un peu les dérouler une par une et essayer de voir comment les aborder, comment les traiter. Alors, la première question, c'est qui je suis. Alors, qui je suis ou qui est la marque. Comme vous pouvez le voir ici, alors j'ai fait exprès de prendre une illustration avec des marques les marques les plus connues dans le monde. Chaque marque a son identité, chaque marque a son histoire. Si on prend Coca-Cola est une des marques qui a inventé le marketing et donc ils se sont fait. Enfin, on a sur cette slide Coca-Cola et Marlboro. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce sont McDo, ce sont toutes ces marques-là, Harley Davidson, qui sont allés sur la logique de l'American Dream. Ces marques-là qui ont surfé sur le storytelling de l'American Dream ont vendu le modèle américain, ont vendu, et c'est sur ce modèle-là qu'elles se sont construites, et donc ce sont leurs ADN de marque. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses marques qui sont sur d'autres histoires et d'autres éléments de storytelling. Et donc la question, c'est qui je suis. Et donc c'est là où vous devez commencer par poser ces éléments-là. Donc, je suis une marque. Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Quel est mon ADN? Quels sont les éléments qui vont me permettre de communiquer? Et donc, quand vous allez rédiger votre brief ou que vous allez rédiger votre réponse à votre brief, vous posez la question de qui est la marque pour laquelle je travaille. Et la première question que je dois me poser. Si vous m'excuserez, je prendrai souvent des exemples qui sont des exemples de notre quotidien. Ce sera peut-être plus simple et plus parlant. Mais parmi mes clients, j'ai des marques qui sont dans la cosmétique. Donc nous avons des clients comme La Roche-Posay. On a travaillé également avec des marques comme Garnier. Garnier est une marque grand public. La Roche-Posay est une marque plutôt orientée médicale. Dans cette logique médicale et la marque de la peau sensible, c'est des choses qui sont au cœur de leur ADN, et donc dans leur prise de parole, et donc du coup dans tout ce qui va aller derrière, et ben on va reprendre ces éléments de langage, parce que c'est pas uniquement dans leur ADN de marque, c'est juste que c'est comme ça qu'ils sont. C'est la réponse des clients. Quand on parle de Apple et de Samsung, Apple va vendre leur univers, va être sur l'exclusivité, vous faites partie de la communauté Apple, la dimension communautaire. Quand vous achetez Huawei ou Samsung, ils vont être plus sur la logique performance de leurs produits. Et à chaque fois, on va être sur des choses on va être sur des logiques qui vont être différentes. Et donc ça, c'est la première question à vous poser, c'est qui je suis. La deuxième question sur laquelle on va se, hop là, pardon, je suis pas dans le bon sens. La deuxième, et donc là, prenons cet exemple-là que je voulais vous montrer, c'est que vous avez deux entreprises qui sont allées communiquer sur le même canal. C'est-à-dire, ils sont allés sur le canal de la Formule 1. Vous avez Ferrari et vous avez Red Bull.
Et ces deux entreprises-là sont dans des secteurs qui n'ont strictement rien à voir. Red Bull, elle vend des boissons énergétiques. Ferrari vend des voitures. Mais toutes les deux ont déterminé qu'il était intéressant pour elles d'aller investir massivement dans la Formule 1. Alors, à chaque fois, pour des raisons différentes. Alors, Ferrari, la logique en allant sur la Formule 1, et c'est pareil pour Mercedes, par exemple, et c'est pareil pour d'autres marques qui sont présentes en Formule 1 aujourd'hui. Alors, j'ai pris Ferrari puisque c'est Ferrari, mais j'aurais pu mettre Mercedes. Et si ça avait été Mercedes, c'était pour la même logique. C'est la logique de la performance et de leur produit. Donc là, on est plus sur de la logique marketing produit. Je montre que mon produit est le meilleur. Donc, en étant Ferrari ou en étant Mercedes, en allant en Formule 1 et en gagnant, en étant une marque qui gagne en Formule 1, je suis sur mon marketing produit et je mets en avant mon marketing produit. Et par contre, quand je suis Red Bull, là, on est plus sur une stratégie de notoriété. On n'est pas sur la stratégie produit, on est sur une stratégie de notoriété. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même logique quand ils vont en Formule 1. C'est la même logique quand ils vont sponsoriser les courses d'avion. C'est la même logique quand ils vont envoyer un type dans l'espace et qu'ils le font sauter dans le vide et qu'il va descendre et que vous avez des millions de personnes qui sont connectées à leur ordinateur pour voir ce gars-là en train de descendre et faire le saut en parachute le plus élevé. J'associe ma marque. Je fais parler de ma marque, je crée de la notoriété de ma marque, mais j'associe ça également à une logique de performance et à une logique de dépassement de soi. Et c'est là où derrière, à chaque fois, vous avez votre signature Red Bull vous donne des ailes. Et donc, c'est cette stratégie de qui je suis. Et donc, la stratégie Red Bull de créer du contenu en permanence. Leurs pages sur les réseaux sociaux sont extraordinaires parce que ce sont des marques qui créent du contenu en permanence. Et ces contenus-là sont extraordinaires parce que c'est toujours ils sont toujours dans la passion, dans le dépassement de soi. Et donc là, on est sur des stratégies différentes, mais en utilisant le même canal. Alors, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est à qui je parle? Quelle est mon audience? Donc là, je vous ai montré une audience d'un concert, mais quand je suis une marque va pas avoir forcément les mêmes stratégies de prise de parole en fonction de l'audience à qui on veut parler. Si on prend l'exemple de n'importe quelle banque aujourd'hui, les banques aujourd'hui, une banque parle à tout le monde. Vous avez des produits pour les jeunes, vous avez des produits pour les jeunes couples, vous avez des produits pour les étudiants, vous avez des produits pour la banque privée, vous avez des produits en banque B2B, vous avez des produits de banque assurance, etc., etc., etc. Tiens, je vais répondre à une question qui est intéressante de Soukena qui me demande pourquoi Lamborghini ne fait pas de publicité. Alors eux, ils sont sur une stratégie d'exclusivité. En fait, concrètement, Lamborghini, ils vendent 100% de leur production et leur image de marque est l'exclusivité. Et donc ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas sur la même stratégie de Ferrari qui elle va vendre plus de voitures. Ils sont sur une stratégie d'exclusivité et donc ne veulent pas faire de publicité pour ne pas abîmer leur marque. Donc c'est juste ça le point par rapport à cette question. Mais pour revenir à la question de l'audience, je vous disais, donc les banques ont des produits pour toutes les audiences et ils vont communiquer différemment suivant les différentes audiences. Et donc, quand je vais définir ma stratégie réseaux sociaux, je vais d'abord poser la question de quelles sont les audiences à qui je veux parler et quel est le message que je veux délivrer à chacune de ces audiences. Et aussi, et on y viendra plus tard, quel est le canal que je vais utiliser pour chacune de ces audiences. Donc, excusez-moi. Donc, les audiences et les audiences sur lesquelles nous parlons. Donc, je reviens. Définir ces audiences, c'est pour vous un élément qui est particulièrement important parce que vous pouvez décider de ne parler qu'à une part de votre audience en utilisant les réseaux sociaux. Et on verra par la suite que les éléments publicitaires vous permettent de le cibler. Mais c'est pas du tout impossible. Mais on parlait à l'instant plus tôt du fait qu'on pouvait spécialiser le message. Et donc ces audiences que l'on va définir. Alors certains vont parler de persona, certains vont parler d'audience. Il y a différents éléments non marketing à ça. Moi, je fais exprès d'utiliser le mot audience parce que c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup sur le digital et notamment dans la publicité digitale où on va définir des audiences et on va essayer de les toucher. Donc une fois que vous avez défini vos cibles, donc vos audiences, chacune d'entre elles, il faudra les spécialiser. Donc et donc une fois que vous avez défini vos audiences, la question après c'est de poser vos questions. Quels sont vos objectifs? Alors
j'ai essayé un peu de décliner les différents objectifs que l'on pouvait avoir quand on mettait en place une stratégie réseaux sociaux. Alors, certains objectifs sont des objectifs qui sont multicanal. Quand on parle de notoriété, la stratégie de notoriété est une stratégie qui est multicanal. Quand on fait une campagne télé, très souvent, c'est des objectifs de notoriété. Quand on fait des campagnes multicanal, on est dans des objectifs de notoriété. La notoriété, c'est en gros faire connaître sa marque. Et donc, cette question de la notoriété peut être également servie sur les réseaux sociaux. Et donc, vous avez la possibilité, quand vous allez créer votre campagne, de créer un contenu qui va être dans un objectif de faire connaître ma marque et le diffuser sur la cible la plus large possible. Donc, vous avez des stratégies où on va augmenter son reach, c'est-à-dire toucher le plus grand nombre de personnes possible, ou alors augmenter sa fréquence, c'est-à-dire je peux définir une cible qui est réduite. Si je veux avoir une stratégie de notoriété sur une cible réduite, mais avec où je veux être sûr que ma cible va l'avoir touché, on peut définir des audiences faibles, 50 000, 100 000, 200 000 personnes en fonction d'un certain nombre de critères, mais augmenter ma fréquence pour être sûr que les personnes vont imprimer mon message et vont le retenir. Donc tout ça dépend également de qui je suis. Donc si vous avez des marques qui sont des marques grand public ou des marques qui sont plus ciblées. On parlait tout à l'heure de marketing employeur. Si vous êtes demain un opérateur de centre d'appel et que vous avez besoin de recruter et que vous avez besoin de faire connaître votre marque auprès des gens qui sont dans votre cible, ça ne sert à rien de lancer une campagne de notoriété grand public. Si vous lancez une campagne qui est ciblée sur les gens qui ont entre 19 et 30 ans et que vous mettez avec un niveau d'études bac plus 3, entre bac plus 2 et bac plus 5 et que vous centrez ça sur uniquement les villes où vous avez vos centres d'appel, eh ben vous avez une possibilité de réduire votre audience, par contre de pouvoir faire une fréquence de contact qui est beaucoup plus élevée. Deuxième objectif possible quand on parle de marketing digital, c'est l'objectif de l'engagement. Alors l'engagement, c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas dans le marketing offline. C'est-à-dire que c'était compliqué de dire quelqu'un quand tu vois une pub télé d'aller cliquer dessus ou de la commenter. C'est un peu une évidence que je dis là, mais les réseaux sociaux offrent cette possibilité d'avoir une communication bidirectionnelle et communautaire. On en parlait tout à l'heure. Et cet objectif d'engagement, c'est quelque chose que les marques ont beaucoup poussé parmi ces dernières années. Elles s'interrogent peut-être un peu plus en ce moment pour savoir quelle est la réalité de l'efficacité de cet engagement. Et cet engagement permet de créer du lien entre le consommateur et la marque. Et l'engagement ultime, c'est d'acheter le produit. Mais vous avez aussi cette logique de love brand où vous voulez que les gens aiment votre marque. Et c'est en créant aussi cette communication que vous créez cet engagement. Certaines marques aussi sont des marques qui, entre guillemets, rendent service. Quand la partie SAV de la stratégie réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'engagement. Et quand vous êtes là pour répondre aux besoins des clients et d'être engagé auprès de vos clients, ben, eux-mêmes derrière, vous créez du lien avec eux et eux-mêmes s'engagent auprès de vous derrière. Donc cette logique d'engagement mutuel de la marque et du consommateur l'un envers l'autre, c'est quelque chose qui est assez fort. Et donc cet objectif d'engagement est un objectif qui peut être recherché par les marques. Et donc si vous êtes demain amené à travailler soit chez un annonceur, soit chez une agence, et que vous derrière vous avez votre client qui vous dit mais je veux recruter, je veux augmenter mon nombre de fans, je veux augmenter mon nombre de commentaires. Là, ça veut dire qu'il est en train de rechercher de l'engagement. Alors, faut faire attention parce que ce sont ce qu'on appelle des KPIs d'ego, c'est le terme m'échappe, mais on cherche à nourrir son ego en ayant un maximum de fans, en augmentant son nombre de commentaires. La question c'est est-ce que on en a vraiment besoin? Est-ce que si votre objectif est au final de vendre votre produit, la question d'engagement peut arriver dans un second plan. On n'a pas encore aujourd'hui réussi à démontrer clairement qu'il y a une relation de cause à effet entre de l'engagement et de la consommation. Cette question-là, elle reste posée, elle reste à valider. Alors après, on passe sur des logiques de performance. Alors la performance, elle est
très variable. Qu'est-ce que c'est que la performance? Donc, les médias digitaux, les publicités digitales et les stratégies réseaux sociaux peuvent être orientées performance. Alors, on verra d'autres exemples, mais la performance, ça peut être des clics. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est récupérer des gens sur les réseaux sociaux et les ramener sur mon site internet. Ça peut être de demander, de faire remplir des formulaires, de faire de la conversion. Donc là, la conversion, c'est si je suis une marque automobile, un promoteur immobilier ou une marque B2B, ce que je veux, c'est demander des devis, demander des visites, demander des test drives, un certain nombre de choses. Ça, ce sont c'est de la transformation, de la conversion. On va y venir après. C'est pas des atterrissages, elles doivent contenir des messages clairs et elles doivent être optimisées afin d'améliorer la performance. Donc, nos objectifs de performance, et ça peut être des objectifs qui vont être divers. Parmi les différents objectifs, il y a la logique de génération de prospects, de génération de leads. Alors, vous avez tous forcément été amenés à être confrontés à des formulaires quand vous êtes en navigation sur Internet, quand vous allez vous êtes en train de regarder une pub Facebook, vous cliquez en savoir plus et à la fin, ça vous ouvre un formulaire pour qu'on prenne contact avec vous. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. C'est quelque chose que nous, on fait beaucoup avec nos clients, notamment dans l'immobilier ou dans l'automobile, mais ça fonctionne aussi dans l'assurance, dans la banque, dans pas mal d'autres cas. On le fait aussi beaucoup dans la banque. C'est des choses qui marchent très bien et qui permettent de générer des leads pour les clients. Alors, pourquoi on parle de génération de leads quand on parle de stratégie réseaux sociaux? Parce que, au final, aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux vous offrent ces solutions-là de lead generation. C'est des choses qui sont comprises à l'intérieur. Et quand je vais définir ma stratégie réseaux sociaux, qui va être une stratégie éditoriale, alors, je ne suis pas uniquement sur une logique de stratégie éditoriale, je suis également sur une stratégie publicitaire. Et donc, comment dire, cette question de diffusion de lead generation est un des canaux qui sont à ma disposition sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que la stratégie réseaux sociaux n'est pas uniquement une stratégie communautaire comme on l'a vu à l'instant, ça peut être aussi une stratégie de notoriété, ça peut être aussi une stratégie de performance. Et donc vous avez différents objectifs et cet objectif-là, il est soit défini par votre client dans le brief, évidemment, ça dépend de vous de le questionner, soit c'est vous-même le client et à vous de vous poser la question de quel est mon objectif principal quand je vais aller sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, les meilleures stratégies sont définies quand la relation entre l'agence et l'annonceur sont suffisamment claires pour que suffisamment proches et clairs pour que ces liens puissent être construits ces questions-là puissent être répondues en collaboration entre les deux. Alors, je crois que c'est le dernier objectif qui arrive derrière, c'est la logique de la pinstall. Alors, ça c'est une autre forme alors, je reviens 2 secondes sur la question des leads. La génération de prospects, ça peut aller aussi jusqu'à la vente. C'est quelque chose qui a dû vous arriver, bien évidemment, 1 million de fois, où vous êtes sur Facebook ou sur LinkedIn ou plus précisément sur Facebook, vous risquez de l'avoir. Vous retrouvez une pub pour Jumia, une pub pour Booking ou une pub pour Airbnb ou autre qui correspondent à du retargeting parce que vous avez été sur un de ces sites-là, vous avez cliqué sur un produit et que cette marque-là va vous faire un remarketing, vous représenter ce produit-là. Alors, cet exemple-là que je vous donne, comment dire, c'est le remarketing, mais c'est aussi comment dire, excusez-moi, je perds mes mots, c'est aussi des objectifs de tracking à la vente. Donc on a fait ils vous ont fait afficher une publicité, vous avez cliqué dessus, vous êtes allé sur leur site internet, ils vont vous tracer jusqu'à la vente. Et donc là, les objectifs de lead, ça peut aller jusqu'à l'acquisition et le tracking de la personne jusqu'à la vente. Et l'app install, c'est une autre forme de publicité d'objectif parce que vous avez différents outils publicitaires à votre disposition sur les réseaux sociaux et vous avez certainement déjà arrivé que vous trouvez une pub pour une app et quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé directement vers les markets de ces applications et ces markets vont vous permettre, vous allez éventuellement télécharger, installer le produit, installer l'application, l'installer sur votre téléphone et derrière l'annonceur qui est l'éditeur de l'application va payer pour son installation.
Tous ces différents objectifs que vous avez font partie des questions que vous vous posez, parce que je reviens un peu en arrière pour vous reprendre un peu l'histoire. Donc, quand vous devez définir vos stratégies de réseaux sociaux, vous devez, vous poser la question de moi, la marque, qui je suis et comment j'ai envie de communiquer. Deux, c'est à qui est-ce que j'ai envie de m'exprimer. Trois, quels sont mes objectifs de communication. Et donc, à partir de tout ça, alors, une fois que j'ai défini tout ça, bah là, à ce moment-là, je commence à prendre des décisions. Première décision, c'est sur quels réseaux sociaux est-ce que j'ai envie d'aller. Alors là, je vous ai donné les chiffres de quels sont de l'utilisation des réseaux sociaux en 2009 au Maroc avec une. Alors malheureusement, tous les réseaux sociaux ne donnent pas les chiffres pour le Maroc. Donc typiquement, on n'a pas les informations pour TikTok. Les informations que l'on a sur Instagram sont des estimations. Les informations que l'on a sur YouTube sont également des estimations. Tout ça, ce sont des choses qui sont estimées, qui ne sont pas extrêmement précises. Facebook, c'est plus précis parce que leur outil publicitaire nous donne la possibilité de récupérer ces informations-là. Donc, comment dire? Donc, donc là, première décision à prendre, c'est quels sont les réseaux sociaux sur lesquels je vais aller. Et donc, chacun des réseaux sociaux a ses propres caractéristiques. Donc là, vous avez un peu un overview de ce qui se passe en France. Alors, je pris cet exemple-là parce que c'est la slide que j'ai pu trouver, parce qu'elle n'existe évidemment pas pour le Maroc, malheureusement. Et donc là, on va retrouver un volume de plus élargi en termes de publicité. Donc, si on prend à gauche l'ensemble des internautes, Facebook est le réseau social le plus utilisé, suivi de Snapchat, Instagram et Twitter. Alors, c'était des chiffres, je crois, qui datent de 2018. Instagram a dû entre-temps probablement dépasser Snapchat. Et TikTok, qui était tout petit, a dû monter. Quand on monte sur des générations plus âgées, vous verrez que Snapchat est beaucoup plus élevé. Enfin, sur les tranches, les 15-25 ans dans lesquels la plupart d'entre vous doivent se situer, on est plus sur des outils type Snapchat alors TikTok a dû monter très fort, hein, puisque TikTok a été lancé beaucoup plus tard et ça a dû monter très fort. La question, c'est sur quel réseau social je veux aller, réseau social aller. Alors, cette question-là, elle est tranchée en fonction de plusieurs paramètres. D'abord, de qui sont les gens qui utilisent ces réseaux sociaux. Donc là, on vient parler de l'âge, mais il y a aussi, le LinkedIn est un réseau social qui est utilisé dans un cadre professionnel. Donc, si vous voulez travailler sur des logiques de marque employeur, c'est tout à fait logique d'aller sur LinkedIn. Je dirais même, si vous êtes en train de vendre un produit B2B, c'est tout à fait intéressant d'aller sur LinkedIn. Éventuellement, si vous voulez aller vendre un produit qui coûte cher, donc typiquement si vous voulez vendre des voitures haut de gamme, des appartements haut de gamme, aller sur LinkedIn uniquement dans une logique publicitaire, pourquoi pas. Maintenant, Twitter est plutôt un média, c'est un média où la publicité coûte très cher. Donc c'est un média sur lequel vous n'avez intérêt à aller que si d'abord vous avez des budgets élevés et ensuite que si vous êtes dans une logique de marketing d'influence. Mais quand je parle d'influence, ce n'est pas les influences dans le sens des influenceurs, mais c'est les influenceuses, Instagrammeuses, YouTubeuses, et on verra d'autres exemples par la suite, mais plus les médias, les professionnels, on est plus dans une logique pour s'adresser aux professionnels. Facebook, Instagram, Snapchat, on est sur du très grand public. TikTok, on a encore du mal à savoir précisément comment s'en servir d'un point de vue publicitaire. On a la logique des challenges, on a pas mal de choses. Maintenant, le problème qu'on a sur TikTok, c'est que le TikTok marocain, la qualité du contenu qui est diffusé dessus, elle est perfectible. On va se retrouver quand même avec beaucoup de contenu pas terrible. Alors, on commence à avoir des choses drôles, on commence à avoir des choses sympas, mais on a malheureusement encore beaucoup de contenu trash et il faut faire très attention à la brand safety. Les marques n'ont pas forcément envie de voir leur image associée à des contenus qui sont pas terribles. Donc une des questions, donc je reboucle sur la conversation. Une des questions qui se pose, c'est sur quel réseau social aller. Ensuite, c'est quel type de contenu je vais diffuser. Donc aujourd'hui, un des points qui est clair, c'est que la vidéo est en train d'exploser et c'est le média qui engage le plus, c'est le média qui intéresse le plus. Alors, donc, si vous faites une stratégie réseaux sociaux dans laquelle vous n'avez pas prévu de mettre de vidéo, ça va être compliqué. Donc, la vidéo, c'est du motion design, c'est des choses qui sont tournées. Une bonne partie des vidéos est vue sans le son. Donc, je vous invite à systématiquement soit les sous-titrer, soit faire des vidéos qui n'ont pas besoin d'être écoutées avec le son parce que les gens vont lancer des vidéos alors qu'ils sont dans un café, qu'ils sont dans un restaurant, qu'ils sont à l'école, au travail, chez eux à la maison. Donc, on ne va pas forcément lancer avec le son pour pas déranger les gens autour d'eux. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, ça, c'est un premier point, c'est la vidéo. Deuxième format, c'est la story. Donc, évidemment, vous faites tous des stories, on fait tous des stories. D'ailleurs, je vais en profiter pour me faire un petit selfie que je vais diffuser dans ma propre story pendant que je suis en train de parler avec vous.
oui, donc la question de la story est un point qui est évident. Alors vous savez, je vais juste partager avec vous un élément qui est assez amusant, c'est que ma fille de 5 ans vient de rentrer dans la pièce et donc cette vidéo que vous avez tous vue sur les réseaux sociaux de quelqu'un, d'un journaliste qui est en train de faire son speech et qui est interrompu par sa fille qui rentre dans la pièce. Eh ben, je suis en train de vivre la même à l'instant, donc c'est assez amusant. Donc, je vais juste partager avec vous rapidement la petite image avec ma fille qui est à côté de moi, qui est là. D'accord, mais je vais lui demander de repartir pour pouvoir reprendre ce cours-là tranquillement. Non, ma chérie, je suis en train de travailler. Donc la story. Donc, je reviens à la story. C'est un canal, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les gens sur Internet et c'est essentiel. Vous pouvez plus aujourd'hui faire une stratégie réseaux sociaux sans penser story. Et donc les stories, rien ne vous empêche à les utiliser à plusieurs reprises parce que c'est quelque chose qui est éphémère. Donc si les gens n'ont pas vu votre story aujourd'hui, ben c'est pas grave, ils la reverront dans 3 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Donc faites vos stories, gardez-les, réutilisez-les parce qu'elles entre guillemets, elles ne vont pas périmer, elles sont toujours utiles. Deuxième point, c'est le live. Alors, on est en train d'en faire un à l'instant. C'est quelque chose qui peut être très utile pour un certain nombre de marques, pour un certain nombre de marques, pour un certain nombre de marques, notamment par exemple celles qui ont des logiques d'éducation, sur celles où ils vont par exemple, ou des gens qui vont faire des visites ou des événements. Donc les Facebook Live, c'est quelque chose qui est apprécié parce que les gens sont notifiés, ça fonctionne bien, et puis c'est quelque chose qui vit assez bien et c'est assez relativement simple à produire. On parlait tout à l'heure des Instagrammeuses, des YouTubeuses. Alors, je pris cet exemple de Douja, mais il y en a des centaines sur Internet avec lesquelles vous avez certainement, ou certains d'entre vous suivent. Les logiques d'influence, c'est quelque chose qui est que l'advocacy marketing et le marketing d'influence, c'est quelque chose qui fait partie des stratégies réseaux sociaux à part entière. Alors, ça s'utilise de différentes façons. Vous pouvez l'utiliser en allant communiquer sur les réseaux sociaux des marques. C'est-à-dire, vous allez pas des marques, des influenceurs. Donc, vous allez faire un deal avec un influenceur, lui envoyer votre produit, lui demander de le tester. Et une fois que le produit a été testé, ils vont faire partager le contenu sur leurs réseaux sociaux et ça va vous donner de la notoriété. Vous bénéficiez d'abord de leur advocacy, c'est-à-dire que de leurs conseils. Et puis, enfin, vous allez bénéficier également de leur audience, parce qu'ils ont des audiences de plus en plus importantes. Certains ont dépassé les 3 millions de followers au Maroc, donc c'est une audience importante. Deuxième façon de les utiliser, c'est de les utiliser un peu comme on utiliserait une égérie. C'est-à-dire, vous allez produire du contenu avec eux, mais les diffuser sur vos propres réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est vieux comme le marketing, Vous les utilisez, vous le faites, vous faites un contenu avec eux, vous le diffusez sur la page de votre marque, vous boostez. Donc L'Oréal a fait ça depuis des années. Ils vont chercher une star et faire une très belle vidéo avec elle, la diffuser sur ses propres réseaux sociaux. C'est le cas de pas mal de marques. Donc ça, c'est quelque chose qui est une façon de les utiliser. Donc dans vos stratégies réseaux sociaux, pensez également stratégie d'influence avec les influenceurs. Alors évidemment, les influenceurs sont associés aux réseaux sociaux que vous allez utiliser. Si je vais sur Instagram, je vais prendre une influenceuse qui est connue sur Instagram. Si je vais sur YouTube, je vais aller chercher un YouTuber. Si je vais sur Facebook, je peux utiliser ce que je veux. Alors, une fois que vous avez défini tout ça, il faut définir une ligne éditoriale. Alors là, j'ai parlé d'un planning parce que ça, c'est la partie déclinaison purement opérationnelle. Mais on arrive à la fin de ce cours. Là, il va nous rester à peu près 5-6 minutes. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment là, c'est pas le moment d'entrer dans les détails parce que là, on est plus dans la stratégie, mais dans l'opérationnel. C'est comment je fais mon planning. Donc, vous avez choisi des réseaux, vous avez choisi des messages, vous avez choisi un objectif, vous avez choisi des porte-paroles éventuellement en parlant des influenceurs, vous avez choisi alors on n'en a pas parlé, mais il faut en parler aussi. Vous avez aussi la question de choisir une direction artistique. Ça m'a échappé. Mais une fois que vous avez défini tout ça, il faut choisir une ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce que je vais raconter? Quel est mon storytelling? Je vais définir mon storytelling. Et donc, ce storytelling-là, je vais le mettre en place d'abord dans une ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce que je vais dire à qui, où et quand? Donc, je répète, qu'est-ce que je vais dire à qui, sur quel canal et quand?
La deuxième chose, c'est ça va se décliner dans un planning éditorial. Un planning éditorial, c'est concrètement, c'est chaque jour, qu'est-ce que je vais publier. Chaque jour, qu'est-ce que je vais publier. À qui? Donc, sur quel réseau social? Sur YouTube, qu'est-ce que je vais publier quel jour? Sur Facebook, qu'est-ce que je vais publier quel jour? Sur Instagram, qu'est-ce que je vais publier chaque jour? Je vais faire mes visuels, je vais rédiger mes textes, je vais les valider avec mon client et les diffuser. Et je vais les diffuser. Une fois que ça c'est fait, donc ça s'appelle le planning éditorial. Et donc, faites ce planning-là. C'est quelque chose que moi, je vous recommande fortement. Ne faites pas vos publications au moment de les publier, préparez-les à l'avance. C'est comme ça que que vous avez la certitude que vous savez où vous allez. Donc ces plannings-là sont des éléments qui sont essentiels à votre communication digitale et donc les faire et les valider, les faire des contenus de qualité. Point suivant, c'est alors je crois qu'il me reste 2 ou 3 slides dans cette présentation avant de passer. Enfin, le, le, là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le reach organique des pages Facebook. Facebook est une entreprise commerciale et ce qu'ils vendent, ce qui leur permet de gagner de l'argent, c'est la publicité. Donc, au début, ils ont donné aux marques de la visibilité gratuite. Vous créez votre page Facebook, vous faites du contenu, vous publiez et vous avez à peu près 15% des gens qui vous followaient, qui permettaient ou qui étaient fans de votre page, qui pouvaient voir votre contenu gratuitement. Au fur et à mesure du temps, ce volume a baissé. Et aujourd'hui, on est on parle de entre 1 et 3% de reach organique. Alors, c'est assez variable en fonction des marques. On a constaté que c'était pas quelque chose qui était purement statique, qui était variable en fonction des marques. Mais ça implique que de toute façon, il n'est pas possible d'avoir une stratégie réseaux sociaux sans stratégie publicitaire. Donc, vous êtes obligé d'aller sur des formats publicitaires. Alors, le premier format qui se présente à vous, c'est le format. Donc, vous êtes obligé de faire de la pub sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui te fait une stratégie réseaux sociaux avec zéro publicité, c'est-à-dire que il est là en train de dépenser de l'argent à produire du contenu, à dépenser de l'argent en conseil, à définir une stratégie. Il est là en train de dépenser de l'argent à à payer des salaires de personnes qui vont travailler sur leurs réseaux sociaux, mais au final, eh ben, comment dire, ces contenus-là vont être vus par quasiment personne. Donc, il est absolument indispensable que quoi que vous fassiez, vos contenus, il va falloir qu'ils soient sponsorisés. Et c'est là où on arrive sur les différents formats publicitaires. Je vous en ai montré plein. Et il y en a des dizaines. Vous avez la publicité avec des images statiques, vous avez de la publicité avec des carousels, vous avez de la publicité avec de la vidéo, des vidéos views, vous avez des formats un peu plus travaillés qui sont ce qu'on appelle des instant expérience, on appelait ça avant un Canva, il y a différents formats. Et donc, vous ne pouvez pas penser une stratégie digitale sans penser publicité. On va arriver à la fin, là, je crois que c'est la dernière slide. Donc, comme il y a un petit décalage, si vous avez des questions, posez-les, parce qu'il va nous rester 3 minutes, donc peut-être prendre une question ou deux. Donc, pensez votre publicité, le sponsoring de contenu, le recrutement de fans, c'est des choses que vous devez penser en même temps que votre stratégie. Ça fait partie intégrante de votre stratégie. Une stratégie réseaux sociaux, c'est une stratégie de contenu, c'est une stratégie de diffusion, c'est une stratégie d'audience et c'est aussi une stratégie de diffusion et donc une stratégie publicitaire. Donc, une stratégie réseaux sociaux, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font une stratégie réseaux sociaux gagnante. Ce n'est pas penser uniquement le contenu, ce n'est pas penser uniquement le canal, ce n'est pas penser uniquement la cible, ce n'est pas penser uniquement l'audience, ce n'est pas penser uniquement la publicité. C'est l'ensemble de ces éléments et la mise en cohérence de ces ensembles de ces éléments, les formats. C'est la mise en cohérence de l'ensemble de ces éléments-là qui vous permet d'avoir une stratégie gagnante sur les réseaux sociaux. Alors, je vais revenir au producteur, voir si j'ai eu des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une question un peu plus bas qui me demandait pourquoi on ne voit pas de stratégie d'écrémage dans le marketing digital. Alors, ça, c'est lié au fait,
alors, je vais répondre à la question de Selma par la suite, mais répondre d'abord à la question de Yazid de Nourdine plus haut. Pourquoi on ne trouve pas de stratégie d'écrima sur le marketing digital? Alors, c'est pas tout à fait vrai. On va trouver les gens qui sont sur des produits premium peuvent définir cette logique-là de dire je veux rester un peu plus cher pour montrer, pour me positionner en termes qualitatifs. Mais c'est une stratégie qui est très compliquée parce que sur les réseaux sociaux, on est en mesure de comparer. Et les gens comparent et vous avez trouvé énormément d'informations de comparaison. Et donc, c'est une, c'est une stratégie qui est compliquée à décliner sur les réseaux sociaux parce que justement, vous allez avoir des gens qui sont un client averti. La stratégie d'écrémage, elle est valable pour des produits plutôt premium, elle est valable dans des logiques de toucher un segment de clientèle bien précis, plus élevé à fort pouvoir d'achat. Le marketing digital va l'utiliser notamment sur des produits, toujours sur des produits premium, mais c'est plus compliqué parce que les gens sont comparateurs. Mais si je reviens à la question suivante, c'est celle de Selma, et puis après je vais clôturer. Faut-il sponsoriser tous les contenus ou seulement les contenus publicitaires? Euh, c'est pas, il y a pas de règle. D'abord, les contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux ne sont pas tous publicitaires. Donc oui, ceux-là, il va falloir aussi les sponsoriser. Maintenant, par moment, il y a du contenu purement informatif que vous voulez avoir publié sans forcément pour que les gens, quand ils vont le chercher, vont le retrouver. Je donne un exemple. On travaille avec un mall qui, avec le confinement, a fermé ses portes. Le fait que ce soit fermé et les horaires d'ouverture du margin à l'intérieur sont affichés sur leurs différentes pages de réseaux sociaux. Et évidemment, ce contenu-là, on n'a pas besoin de sponsoriser. On va pas aller sponsoriser le fait qu'on est fermé. Par contre, si vous allez demain chercher l'information, vous allez la trouver, elle a été publiée. Donc, tous les contenus ne sont pas sponsorisés. Tous les contenus qui sont sponsorisés ne sont pas forcément publicitaires. Vous avez du contenu qui peut être du contenu uniquement de storytelling. Et vous pouvez publier, vous pouvez sponsoriser le contenu que vous choisissez. Alors, on arrive au bout de cette heure d'échange. Enfin, c'est plutôt moi qui ai beaucoup parlé et j'ai eu quelques questions de votre part. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je pense qu'on se retrouvera peut-être ici un peu plus tard dans les jours ou les semaines à venir. En tout cas, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller à la suite de cette vidéo sur la page de Qarayef Dar pour venir poser vos questions. Je pense que je viendrai pour répondre à des questions à certaines questions par écrit, et puis ça permettra d'alimenter éventuellement un prochain échange. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et surtout, très, très, très important, et dites-le autour de vous, restez chez vous, ما تخرجوش ما تبقاو في الدار بقاو مريحين في ديوركم وصطابوا ديوركم وصطابوا والديكم وصطابوا وليداتكم وصطابوا ديوركم et profitez un peu de rester tout ce temps-là chez vous. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous souhaite et rendez-vous à la prochaine.